تقع قرية النيف بالجنوب الشرقي المغربي في مفترق الطرق بين عمالات الراشدية ورزازات وزاغورة. تعتبر منطقة النيف من بين المواقع الجغرافية الغنية بمستحثات ثلاثية الفصوص والمشهورة عالمياً بجانب مناطق أخرى مثل دياكارا بأستراليا وبورغوس في كندا. Au niveau paléontologique, la région d'Al-Nif, elle représente des terrains qui sont riches en fossiles trilobites. Et les trilobites, ce sont des ancêtres des crabes, des cloportes, des langoustes, les lémules et tout ça. Le nom trilobite vient du fait que le corps est divisé en 3 lobes. Il y a deux lobes latéraux, un lobe central, il y a le céphalon, il y a le thorax, il y a l'abdomen, ce qu'on appelle le pygidium. Tout ça, ce sont des animaux marins et ils avaient une respiration branchiale. Ce qui fait qu'il n'y avait pas encore à l'époque de vie, de conquête de vie terrestre. Les trilobites ont disparu à la fin de l'ère primaire, il y avait à peu près 245 millions d'années. ظهرت أولى بوادر الحياة لثلاثية الفصوص منذ أوائل المرحلة الأولى من الزمن الجيولوجي البدائي أي الكامبريان، وذلك منذ حوالي 550 مليون سنة. كلمة مستحثة مشتقة من كلمة فوسيليس اللاتينية وتعني لغوياً المستخرج من التراب، إلا أنها تعني بالنسبة لعلماء الآثار بقايا أجسام لكائنات حية. تعتبر ثلاثيات الفصوص من بين أهم المستحثات والأكثر غنى من حيث أنواعها، إذ يصل عدد العائلات إلى حوالي 150 عائلة وحوالي 10,000 جنس. بعد أقل من 410 ملايين سنة ستخرج الحياة من البحر. كانت أولى النباتات بسيطة في تكونها ولم تكن لها جذور، كما كانت ملزمة بالعيش بجانب المياه. أقدم نموذج يمثل الجنس البشري هو ما يعرف بالإنسان الأسترالوبيتيكوس، ويعود تاريخ وجوده إلى حوالي 5 ملايين سنة. إلا أن اكتشافاً حديثاً سوف يدفع بتاريخ عمر الإنسان إلى 7 ملايين سنة مع اكتشاف بقايا عظام توماي. Il y a un peu moins de 2 siècles, il s'est passé un événement très important pour l'humanité. L'homme s'est rendu compte qu'il avait des ancêtres très anciens, et il s'est rendu compte également que ces ancêtres avaient coexisté avec des animaux qui aujourd'hui avaient disparu. De là est né ce qu'on appelle la préhistoire, en parallèle avec d'autres disciplines naturalistes comme la paléontologie qui s'intéresse à l'évolution des espèces animales. Et ce besoin de savoir, ce besoin de connaître a conduit les savants sur les différents continents du globe. Et parmi les continents qui ont été explorés à ce titre, l'Afrique tient une place tout à fait particulière. L'Afrique a été énormément explorée, notamment dans sa partie orientale, et elle a livré tellement de témoignages du passé des hommes et des animaux qu'on lui a longtemps donné le nom de berceau de l'humanité. يعتبر علم الآثار مادة علمية وظيفتها هي دراسة وإعادة صياغة تاريخ الإنسان. تمكن الباحثون بفضل إجراء التنقيبات والحفريات من العثور على أدوات تعود للعصور الحجرية وتسمى بالصناعات الأشورية. ولكن هل تمثل الحضارة الأشورية أقدم ثقافة عرفها الإنسان القديم؟ L'histoire des cultures humaines, c'est plus ancien que l'histoire acheuléenne. C'est-à-dire, les hommes préhistoriques, ils ont commencé à tailler des pierres pour obtenir des outils à partir de 2 600 000 années. Et les évidences les plus anciennes qu'on a à notre disposition viennent de l'Afrique, d'un site qui s'appelle Gona, qui n'est pas tellement loin du site de Hadar où en 1974 ils ont trouvé l'Australopithèque le plus fameux dans le monde, c'est-à-dire Lucy. أطلق اسم لوسي على بقايا هيكل عظمي تم اكتشافه من طرف إيف كوبنز، موريس طيب ودونالد جوهانسون أثناء جولاتهم التنقيبية فوق أراضي أفارس بإثيوبيا، وبالضبط في محطة هدار.
تنتمي لوسي إلى عائلة أو جنس أسترالوبيتيكوس أفارينسيس نسبة إلى أفارس مكان اكتشافها، ويعود تاريخ عمرها إلى 3 ملايين ونصف مليون سنة. بعد الإنسان الأسترالوبيتيكوس ظهر جنس آخر أكثر قوة جسمانية وأكثر طولاً وانتصاباً، لذلك لقب بالإنسان المنتصب القامة. استغرق الإنسان المنتصب القامة مئات الآلاف من السنين من أجل عبور إفريقيا من الشرق إلى الغرب، إلى أن طرق انتشاره تبقى لحد الآن لغزاً مليئاً بتساؤلات. Le Maroc fait partie des pays majeurs dans le monde où on a une filiation anthropologique. Ça veut dire que l'homme, les Homo erectus, ou bien parce qu'on a 3 foyers en Afrique. 3 foyers en Afrique qui sont réputés mondialement et qui concernent l'apparition de l'homme et l'évolution de l'homme. Donc on a l'Afrique du Sud, on a l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Nord-Ouest. انعدام شهادات تؤكد إقامة تواصل بين الإنسان القديم لشمال إفريقيا وأوروبا طرح إشكالية لدى الباحثين، إذ كيف يعقل أن هذه الأجناس المتقاربة جغرافياً والتي لا يفصل بينها سوى مضيق جبل طارق لا يبدو أنها أقامت فيما بينها أي علاقات؟ هذه المناطق الأخيرة بشمال المغرب تخص إشكالية عامة ويمكن أن أقول متشعبة وشائكة تخص العلاقات التي كانت موجودة ما بين المجموعات البشرية لما قبل التاريخ بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بمعنى التأثير المتبادل، التأثير والتأثر فيما يخص هاتين المجموعتين خلال خاصة الفترة الممتدة ما بين 100,000 سنة إلى حوالي 20,000 سنة. Le Maghreb a quand même livré des restes humains dont les plus anciens ont un âge d'environ 800 000 ans. Et on sait par ailleurs, d'après les recherches préhistoriques, qu'il y a très certainement des humains plus anciens qui ont peuplé le Maghreb et qui étaient peut-être là déjà il y a près de 2 millions d'années. Alors, au sein du Maghreb, c'est essentiellement l'Algérie et le Maroc qui occupent la place la plus importante pour les études préhistoriques et paléontologiques. Et aujourd'hui, c'est le Maroc qui, pour l'instant, s'affirme comme le pays qui fournit le plus de témoignages de ces humanités antérieures à la nôtre. Au Maroc, on a découvert des hominidés, c'est-à-dire sur l'espèce des Homo erectus, presque 1 million d'années avant Jésus-Christ. Et puis, des Homo erectus, on a les Homo sapiens archaïques, et puis Homo sapiens, c'est-à-dire qu'il y a une filiation directe qui est soutenue par des productions matérielles. Ça veut dire avec des civilisations culturelles, qui chacune est propre à une espèce. Et les sites qu'on a, donc on a le cas des sites de Abdelrahman, on a aussi Rabat, on a Salé, on a le Jebel Iroud pour tous les Homo sapiens archaïques, et puis, bien entendu, il y a d'autres découvertes récentes qui ont eu lieu à Carrière Thomas, à Casablanca. تم تشييد مدينة الدار البيضاء خلال القرن الثاني عشر من طرف الأمازيغيين الزناتيين، وأطلقوا عليها اسم أنفا. خلال القرن الخامس عشر أصبحت أنفا ملجأ للقراصنة والمهربين، حيث استولى عليها البرتغاليون. سنة 1770 أعاد السلطان محمد بن عبد الله تشييد المدينة، وأطلق عليها اسم الدار البيضاء. وإذا غصنا في الماضي البعيد سنكتشف أن إنسان ما قبل التاريخ كان أول من ساهم في وضع لبنات من حضارته في ذاكرة مدينة الدار البيضاء. احنا الان كنتواجدوا في موقع الاثري طوما 1 اللي هو موقع اثري كيعرف ديال الدار البيضاء اللي بدات فيه الحفريات الاثريه والابحاث الجيولوجيه منذ سنه 1988. هذا الموقع عرف اكتشافات بمحض الصدفة، مثلا كنشير إلى الفك السفلي لإنسان المنتصب القامة سنة 1969، ولكن الحفريات بصفة منتظمة بدأت كما قلت بالضبط منذ 1988.
يرجع الفضل في أولى الاكتشافات الأثرية إلى بناء الميناء، إذ مع توالي الحفريات ظهرت بعض البقايا الأثرية من عظام وأدوات، مما أدى إلى تأسيس أول مؤسسة تهتم بالآثار، وتمثلت في شركة ما قبل التاريخ بالمغرب سنة 1926 بمدينة الدار البيضاء. غالباً ما يكون التعاون المتبادل بين القارات يعتمد بالأساس على مشاكل الحاضر والمستقبل، وتعتبر النبش في ماضي الإنسانية أمراً ثانوياً. لماذا كل هذا الاهتمام بماضي الإنسان ما دام حاضره لا يزال شائكاً ومستقبله غامضاً؟ Le passé, c'est le passé. On ne va pas être dans le passé. Et donc, pourquoi on fait ça? Pourquoi il faut comprendre le passé? C'est déjà passé. Mais pour moi, surtout avec une question des origines d'hommes, comment on peut comprendre nous, aujourd'hui, les gens actuels, sans comprendre d'où on vient? Et donc, pour moi, c'est l'origine des hommes, c'est important parce que ça nous donne l'aspect qui sont en commun pour tout le monde actuel aujourd'hui. Parce que l'origine des hommes était ici. Et donc, si on peut comprendre ce qu'on faisait à l'époque, comment on a pensé, comment on a adapté aux environnements et tout ça, ça c'est très bien pour nous comprendre aujourd'hui. Surtout avec toutes les différences qu'on voit. On reste tous humains. مهمة عالم الآثار صعبة، إذ كيف يمكنه إعادة صياغة مجالات بيئية تعرضت للعديد من الكوارث الطبيعية، ومعرفة أصناف حيوانات انقرضت، أو نمط عيش أجناس بشرية صاروا رفاة بعد مضي ملايين من السنين. L'archéologue fait le travail d'un détective. Il n'a pas tous les éléments. Il a très peu d'éléments. Et on ne peut même pas les évaluer à 50%, à 60% de ce qu'il a produit. Donc on a souvent des objets qui résistent au sol acide, qui résistent au vandalisme, qui résistent pour qu'on puisse, à partir de ces objets, reconstituer l'histoire dont on a parlé au début. لا يقتصر عالم الآثار بدراسة موقع أثري واحد أو منطقة جغرافية معينة، لذلك نجد العديد من المواقع منتشرة عبر مجموع أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال. على بعد حوالي 30 كيلومتراً من الشمال الشرقي لقرية ساكا يتواجد حوض حاسي وينزغا بالجهة الشرقية للريف وسط الطريق الفاصل بين كل من مدينة غرسيف ومدينة الناظور. Cette cuvette de Hassi-Mizga, elle est très riche sur le plan du potentiel archéologique parce que elle couvre ou bien elle renferme plusieurs sites préhistoriques. C'est une occupation de cette zone qui a duré sur plusieurs millénaires. Nous avons la plus ancienne occupation des zones préhistoriques de la cuvette de Hassi-Mizga, donc une occupation qui remonte à la civilisation ibero-mauricienne. Il est situé sur le plan chronologique entre 14 000 ans et 9 000 ans. تم اكتشاف هذا الموقع لأول مرة سنة 1996 أثناء القيام بجولات تنقيبية في المنطقة الشرقية من الريف. هذه التنقيبات التي دامت عدة سنوات مكنت من اكتشاف أكثر من 200 موقع أثري تعود لبداية ونهاية حقب ما قبل التاريخ، جميعها حديثة الاكتشاف وذات وظيفة سكنية.
إلا أن سؤالاً قد حير الباحثين، وهو لماذا داوم الإنسان استقراره بهذه المناطق؟ Il ne faut pas oublier que le terme de Hassiwinsga, en rifin, signifie la source ou le puits, et Winsga signifie les gazelles. C'est une source qui a existé depuis très longtemps. C'est une source artésienne où l'eau il coule pendant toute l'année et qui permet même de nos jours à nourrir plusieurs fermes de la région. Cette source, elle a certainement existé pendant la préhistoire et c'est aussi la raison pour laquelle l'homme préhistorique s'est installé dans cette zone et même à l'époque islamique ou, comme on l'a dit, durant le protectorat. جل المواقع الأثرية التي عرفت استقرار إنسان ما قبل التاريخ تكون مجاورة للنقط المائية، إذ يعتبر العنصر الأساس لضمان الحياة والاستقرار، سواء تعلق الأمر بالإنسان أو النبات أو الحيوان. منذ العصر الحجري القديم عرفت الأراضي المغربية تواجد الإنسان على امتداد العصور دون حدوث أي قطيعة، إلا أن هناك بعض الحقب لا تزال تشكل لغزاً محيراً أمام الباحثين والمختصين في علوم ما قبل التاريخ. على مقربة من جماعة تفوغالت بجهة بركان يوجد الموقع الأثري مغارة الحمام، والذي عرف العديد من الأبحاث والحفريات أدلت بشهادات قياسية. هذه المغارة نظراً لما تحتوي عليه من مستويات جد عميقة ويمكن نقول كبيرة جداً وممتدة في الزمن لهذه الفترة من العصر الحجري القديم الأوسط، فأخذت نوع من الأهمية ليس فقط في محيطها الإقليمي في شمال إفريقيا، ولكن على الصعيد العالمي نظرا لما وفرته من معطيات جديدة تخص تطور البشرية. منذ السبعينيات تم اكتشاف النموذج الذي يمثل السلالة الأكثر شبها إلى الإنسان الحديث والمسمى بالأتيري في منطقة الرباط مارا. موقع أو مغارة المهربين التي نوجد بها حالياً، فبدأت الأشغال بها منذ أواسط الخمسينيات على يد الباحث الفرنسي لابيروش، وعثر بها على عدة أدوات جد هامة، من بينها فك للإنسان العتيري يعود تاريخه إلى حوالي 90,000 سنة، كما عثر بها على تعاقب عدة حضارات، وهي الحضارة المسترية ثم الحضارة العتيرية ثم حضارة العصر الحجري الأعلى ثم حضارة العصر الحجري الحديث. وهذه الحضارات كلها تمتد ما بين 90,000 سنة إلى 3000 سنة. إن أكبر تحدي يواجهه عالم الآثار هو كيف يمكنه أن يستخرج العديد من المعلومات ويجيب عن الكثير من الأسئلة معتمداً على شظايا أحجار مكسرة. لذلك نجده حريصاً على جمع أكبر عدد ممكن من الدلائل، باعتبار أن كل جزء مهما بلغ صغره له نفس القيمة الدلالية والتاريخية. Il n'y a rien gaspillé pratiquement. On étudie les sédiments, on étudie les objets dans les sédiments, on trouve les restes humains, on trouve toutes les choses comme ça qui sont intégrées par les préhistoriens en collaboration avec les autres spécialistes, bien sûr, pour nous donner une idée que tout ce qu'il y a autour, dans le gisement et autour du gisement. سنة 1951 تم تصنيف موقع سيدي عبد الرحمن بواسطة ظهير كأول موقع أثري مغربي. بعد مضي 5 سنوات
تم العثور على أول اكتشاف مهم يؤكد استقرار الإنسان القديم بهذا الموقع الأثري. Depuis la découverte de l'homme de Sidi Abderrahmane en 1956, on s'est très vite aperçu que pour comprendre la façon dont ces hommes avaient vécu, pour comprendre les environnements dans lesquels ils avaient évolué, on avait besoin de recourir à tout un tas de disciplines. Et ces disciplines sont des disciplines aussi différentes que la géologie, par exemple, que la paléontologie qui étudie les restes animaux, mais également des disciplines qui étudient les restes végétaux, comme la palynologie. Il y a bien entendu des disciplines comme l'archéologie préhistorique sensu stricto, qui étudie les objets qui ont été taillés par les hommes et la façon dont les techniques ont évolué au cours du temps. Tout ça fait un subtil mélange de compétences qui doivent être réunies sur un chantier de fouilles archéologiques pour arriver à donner la meilleure image possible, la meilleure photographie possible de ce qui s'est passé à un moment donné à cet endroit. مهمة عالم الآثار هي التحري والبحث من أجل فهم الثقافات الإنسانية من خلال بقايا مادية ملموسة مهما كانت المرحلة الزمنية. Un assemblage osseux dans un site qui soit paléontologique ou archéologique, c'est le reflet en fait modifié du dépôt initial. Donc cette étude, ça consiste en fait à comprendre toute la modalité d'accumulation des os dans les sites. Donc des processus naturels, que ce soit des processus sédimentaires, c'est-à-dire est-ce que les ossements ont bougé ou est-ce qu'ils sont en place, est-ce qu'il y a eu des transports par l'eau, comment ils sont arrivés ici en fait tous ces os. هذا التحدي الصعب المنال أجج نقاشا واسعا بين المختصين والباحثين في علم الآثار من أجل الوصول إلى جواب مقنع وتصور موضوعي وقريب لما كانت عليه هذه المواقع منذ عصور خلت. بعض الأسئلة تمت الإجابة عنها والبعض الآخر لا يزال يثير جدالا حادا. Donc on essaye de comprendre en fait en archéozoologie l'activité humaine sur les assemblages osseux, grâce aux assemblages osseux. Donc là, moi, c'est pour ça que je vais étudier toutes les traces, toutes les surfaces des os, pour voir s'il y a par exemple des stries de boucherie laissées par les industries des hommes, ou des traces par exemple pour les carnivores, des traces de dents. Et je vais aussi étudier la fracturation des os, pour voir s'ils ont récupéré la moelle, par exemple. Donc tous ces processus de boucherie. Donc, et également, en ce qui concerne les hommes, ce qui nous intéresse aussi, c'est est-ce que tous les processus d'accumulation humaine, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu, comment ils sont arrivés ici, si c'est les hommes qui les ont amenés, est-ce qu'ils ont abattu les animaux dans la nature, ou est-ce qu'ils ont récupéré sur des charognes, est-ce qu'ils ont collecté des morceaux, puis les ont rapportés pour les... Ici, dans la carrière Thomas, la grotte dans laquelle nous nous trouvons, on sait que les animaux ont été accumulés ici par des carnivores. On sait que l'homme a fréquenté la grotte puisqu'on retrouve ses outils abandonnés sur le sol, mais on ne retrouve aucune trace des outils des hommes sur les os, des animaux. Donc, l'homme s'est-il nourri derrière les charognards? A-t-il lui-même chassé? Nous ne pouvons pas l'affirmer aujourd'hui. Nous avons la coexistence de l'homme et des charognards dans la cavité, mais nous ne pouvons pas dire des carnivores, dont certains sont charognards, mais nous ne pouvons pas dire, finalement, si l'homme lui-même était chasseur. لا تزال العديد من الأسئلة تلف بالإنسان المنتصب القامة لكونه ترك حضارة خصبة مكنت الباحثين من التأكد على أنه كان يمتاز عن أسلافه بممارسته للصيد بكثرة وصناعته للأدوات بطريقة ماهرة ومستمرة. لذلك نجد علماء الآثار يتفقون على أن الإنسان القديم كان أول جيولوجي عرفته الإنسانية، حيث استطاع أن يختار من بين الأنواع العديدة من الحجارة المادة الأولية المناسبة وعدلها على أشكال تستجيب لعدة وظائف.
من ضمن النماذج الأثرية التي عثر على أدوات معدلة على حجر المرويت المتواجد بكثرة في مدينة الدار البيضاء على شواطئها وأيضا في صخورها القديمة. وعثر أيضا هذه الأدوات هي عبارة عن أدوات منحوتة على حجر المرويت. عثرنا على عدة أنواع مرتبطة بتقنية النحت، مرتبطة أيضا بالهدف من نحت الأدوات، يعني ماذا يريد إنسان ما قبل التاريخ من هذه الأداة، وأيضا مرتبطة بالمواد المتوفرة. On est sur le sol archéologique le plus ancien de la carrière ottomane. C'est un sol qui est daté à 1 200 000 années et qui a livré des industries attribuées à la culture qu'on appelle achéolène. C'est une culture qui est caractérisée par des pièces qu'on appelle bifaces. Et comme vous voyez là, les hommes préhistoriques, ils sont taillés à partir d'un galet de plage, d'un gros galet de plage. Et on l'appelle biface parce qu'ils sont taillés sur les deux faces. Et les formes sont très différentes. On peut avoir des formes pointées, des formes ovalaires. On a vraiment toute une série de formes différentes. À côté de cette pièce-là, on a des pièces qu'on appelle hachereaux, qui sont taillées en envisageant un tranchant transversal. Ça, c'est la différence entre un hachereau et un biface. Et ce sont des pièces qui sont vraiment caractéristiques de la culture achéolène dans tout le monde. À côté de ça, on a des galets très simples qui ont été taillés pour obtenir des éclats. Des éclats avec un bord tranchant qui ont été utilisés comme les bifaces et les hachereaux pour différentes activités. C'est-à-dire là, on parle d'outils multifonctionnels qui ont été utilisés pour couper la viande, pour couper les arbres, donc du bois, de l'os, etc. Parce qu'on sait que l'homme préhistorique avait besoin de matières premières sous forme de pierres qui devrait être tendre pour tailler. Hein. Il ne peut pas tailler sur les différentes roches, comme le calcaire, qui est très dur pour tailler, mais il a cherché surtout des pierres comme le silex et aussi la calcédoine. Et nous avons aussi des outils en silex, comme des perçoirs, qui ont servi pour percer un peu, pour confectionner des vêtements à partir des peaux des animaux. Et ils ont servi aussi pour percer parfois les rondelles de têtes d'œufs d'autruche. Ce sont des œufs de l'animal l'autruche que l'homme a ramassé un peu plus loin, dans un biotope de savane, donc vers la plaine de la Mluia. Il a consommé les œufs, mais en même temps, il a utilisé ces œufs pour confectionner des rondelles. Hein, ce sont une sorte de colliers constitués de plusieurs rondelles en tête d'autruche. C'était des éléments de parure que préféraient les hommes néolithiques de Hassimisga. لا تنتهي مهمة عالم الآثار عند اكتشاف تحفة أثرية، بل تكون بالنسبة له نقطة انطلاق استقراء علمي دقيق للحصول على الحقائق ووضع التواريخ والإحاطة بجميع العناصر المكونة للمجال البيئي للإنسان القديم. Oui, dans cette période paléolithique moyen en général, c'est-à-dire entre 200 000 ans et 50 000 ans, ça varie un petit peu. Il y a beaucoup de similarités avec les industries antiques parce que ce sont les cailloux cassés. Et pour nous, le problème c'est de vraiment comprendre le comportement derrière ce qu'on trouve dans les sédiments, dans les grottes et tout ça. Et il y a des différences, bien sûr, mais très subtiles. C'est pas toujours très clair
Pourquoi il y a ces petites différences? C'était lié avec le sorte de cailloux qu'on trouve et on a exploité, quoi, ou c'était lié avec les activités différentes. C'est lié avec, parce qu'il y avait des cultures différentes, avec les traditions qui se varient partout. Et voilà la question. Il y a beaucoup de similarités dans la surface. Et le problème pour nous, les préhistoriens, c'est de plonger un peu pour voir ce qu'il y avait, qui a poussé la variabilité qu'on trouve avec le silex. لفهم هذه الفوارق يمكن اللجوء إلى منهجية الطبقات الجيولوجية التي تعتمد على تحديد تاريخ التكوين الجيولوجي لطبقات الموقع الأثري وإسناده كتاريخ نسبي للقى التي وجدت بهذه الطبقة أو تلك. وحسب الجيولوجيين وعلماء الآثار فإنه لا توجد في العالم تواريخ أكثر دقة من التي تتوفر عليها التضاريس الجيولوجية لمدينة الدار البيضاء. أول من قام بدراسة ظاهرة تكون الطبقات الجيولوجية بمدينة الدار البيضاء هو الفرنسي ميشيل لوكواندر، حيث كتب عنها سنة 1952 يقول: التكوين الجيولوجي الأكثر روعة لبروز أثر العصر الجيولوجي البحري الرابع في المغرب هي التي توجد في مدينة الدار البيضاء، كما أنها حظيت بالكثير من الدراسات بفضل مقالعها الكثيرة، ومن الأكيد أنها النموذج الكامل الوحيد الموجود حالياً على وجه الكرة الأرضية. Ces variations marines qui se sont succédées dans le temps et sont enregistrées dans la région de Casablanca, et le commun des mortels peuvent se rendre compte de ces variations. Alors imaginez que la mer, donc il dépose un niveau marin, un dépôt marin, il est là, la mer, elle recule. Comme je vous ai dit, il y a un dégagement d'une grande partie où il y a du sable libre. Donc le vent le transporte, il forme une dune. Ces dunes, quand on monte d'une vue d'œil aérienne, on se rend compte qu'ils sont sous forme de cordons, donc alignés, des cordons dunaires, qui sont alignés à la côte. Et on a une succession de cordons qui va jusqu'à l'Issasfa. Alors tout le monde, en traversant Casa, vous pouvez vous rendre compte de ces dunes. Donc ça vous rappelle les formations marines, donc dépôts marins, dunes, dépôts marins, dunes. Donc la mer, il a reculé depuis le plateau là-haut de l'Issasfa et l'aéroport jusqu'en bas, qui est actuellement plus bas. Donc la mer ne pourra jamais monter plus haut parce que la région de Casa se soulève. Donc, et ces variations marines et ces actions et leurs traces, on va les voir plus en détail dans la carrière de Thomas I. Ici, il y avait l'océan. Vous allez me dire, vous regardez cette paroi, l'océan. Aujourd'hui, on a de la roche, ce que les gens appellent de la roche. En fait, ce sont des sables. Par exemple, ce que vous avez devant vous, ce sont des sables de dunes qui se sont donc durcis, concrétionnés, on nous dit diagénisés. Et ce sont donc à la fois le grain, la disposition, en grandes strates qui vont nous permettre de dire qu'ici on avait affaire à d'anciennes dunes. Ça peut être aussi lorsque la mer façonne un rivage dans de la roche, par exemple fait une falaise comme on peut en voir entre Rabat et Kénitra. Eh bien à la base de cette falaise, si vous êtes déjà allé sur le littoral, vous voyez qu'elle fait des encoches. Elle rentre, elle tape, les vagues tapent et dans ces encoches, elle va laisser abandonner des blocs, des galets. Et par exemple ici, 2 galets, de petits galets, de gros galets, 2 blocs que vous avez ici, qui sont des blocs de roches que l'on a ici, qui étaient cette roche-là qui formait la falaise, et en même temps des dépôts blancs que vous avez ici, qui sont des dépôts d'anciens lacs. Bon, ben, tout ceci, c'était ces roches-là, donc qui ont été attaquées par la mer, qui sapaient par en dessous, et qui faisaient tomber des blocs. Et la cavité qui était creusée ici, donc qui est le reste de cet ancien rivage, vous l'avez ici en coupe, et c'est elle qui est remplie
par ces dépôts qui sont donc des dépôts marins où on voit des coquilles, des galets. Bon, voilà l'exemple ce qu'on va appeler un stationnement, c'est-à-dire de la position de l'océan à un moment donné du temps à Casablanca. نادرا ما يصادف عالم الآثار مفاجأة العثور على موقع شبيه بموقع طوما الذي أكدت الدراسات أنه كان عبارة عن بركة مائية تناوبت عليها مجموعات من الحيوانات والإنسان. كاين جوج مستويات اثريه في هذا الموقع، موقع الكركادين لاكغوت دي رينوسيروس. المستوى الاول اللي شفنا لتحت، كاين المستوى الثاني هو هذا اللي حنا فوق منه. كاين هذه الجمجمه ديال وحيد القرن من ضمن الحيوانات اللي تكشفت في هذا الموقع هذا. هنا تقريبا 500 حتى ل 600 الف سنه السن ديالو. وهنا كتشوف معايا الاضراس لي مولير، الاضراس ديالو. هنا مكان الحين، هنايا الفم، وهنا البقايا ديال يعني الراس من الفوق، راس الجمجمه من الفوق. هذه عظمه العمود الفقري، وحده من سلسله العمود الفقري فيرتبر. هذاك عظام ديال الكتف اولا الرجل، ما متيقنيش بزاف. هذا نموذج اخر من عظم كلها يعني عظام كتنتمي لنفس الحيوان، حيوان وحيد القرن. Durant cette longue phase de la préhistoire, nous avons déterminé la présence de plusieurs taxons de plusieurs espèces. Nous avons, par exemple, la présence dans la région de l'animal larui. Nous avons aussi différentes espèces de gazelles, des antilopes. Nous avons même des carnivores. On a même trouvé les restes d'un panthère, les restes de lions. Ce qui nous montre que la région était très riche en faune et qu'on avait aussi un environnement qui est différent de celui de l'actuel. Donc tous ces animaux sont disparus actuellement. Et bien sûr, c'est l'homme en général et aussi les aléas climatiques qui étaient à l'origine de cette disparition. C'est très rare, voire même inexistant, de trouver des pièces comme ça, de l'œuf de truche gravé, parce qu'on a beaucoup parlé pour les sites néolithiques situés dans les zones septentrionales. On a toujours pensé qu'ils n'ont pas produit de l'art mobilier ou qu'ils n'ont pas gravé des pièces ou donc des pierres, mais pour l'art mobilier, ça c'est une découverte, hein, une première pour le néolithique ancien de Hassiwizga. Ça c'est une grande découverte, hein. S'il s'agit d'un récipient, bien sûr, ça sera aussi extraordinaire. Hein? Faut nettoyer tout doucement et voir la perforation ici. C'est magnifique. La découverte du jour. في موقع مغارة الحمام بتافوغالد خالج نفس الشعور مكتشفي الجمجمة التي تحمل دليلاً ساعد العلماء على تأكيد أول عملية جراحية أجراها الإنسان القديم على الدماغ. كما تم اكتشاف أكثر من 180 هيكلاً عظمياً لإنسان ما قبل التاريخ. من يصدق أن وسط هذا الفضاء الحضاري وهذا العمران الحديث تختبئ أروع القصص وأكثرها تشويقاً وإثارة، قصص نحتت بالحجارة ونقشت على الصخور، ورغم مرور ملايين من السنين لا تزال تحتضن بين ثناياها شهادات تؤرخ ميلاداً جديداً للإنسان القديم. Alors ce qu'il y a d'intéressant dans cette mandibule, c'est donc la première mandibule d'homme de 5 à 600 000 ans trouvée au cours de fouilles modernes au Maghreb. Hein. Depuis les découvertes des années 50, il n'y en avait pas eu de découverte, et il n'y en avait pas eu en tout cas de découverte au Maroc. C'est une mandibule qui a des caractéristiques tout à fait particulières. Elle est extrêmement petite, hein. Elle est très mince ici. Bien entendu, elle n'a pas de menton, vous voyez, hein, le menton rentre comme ça.
Elle a des branches montantes très verticales, très droites. Hein. Elle porte des traces qui montrent que ce sont des animaux qui l'ont introduite dans la grotte. Hein. Ça, c'est la trace des dents des animaux qui ont certainement agressé ce petit homme et qui l'ont tué et qui l'ont ramené pour le manger. Vu cette dimension générale, c'est probablement un individu de sexe féminin, hein, puisque la mandibule est très petite. Et les dents sont en excellent état, comme vous le voyez. Hein, c'est un adulte, donc, puisque toutes ses dents étaient sorties, hein, on le voit bien. Mais alors, ce qui est extrêmement intéressant, et qui a été la surprise totale au moment du dégagement de la pièce, c'est qu'on a coincé sous la mandibule des vertèbres. Alors ici, on n'en voit qu'une, mais il y a 2 autres vertèbres qui étaient juste en dessous. Et ce sont des vertèbres de la partie supérieure de la colonne vertébrale, des vertèbres cervicales. Et donc des vertèbres cervicales comme ça, quasiment en connexion, associées à une mandibule, pour des individus de cette période-là, on n'en connaît pas. C'est donc une première mondiale qui a été faite dans la carrière Thomas au Maroc pour les individus de cette période-là, qu'on a appelé dans le temps des Homo mauritanicus, et qu'on a tendance à appeler maintenant des Homo rhodesiensis, de la Rhodésie en Afrique du Sud. منذ اكتشافات الخمسينيات ورغم توالي البحوث والحفريات في موقع سيدي عبد الرحمن، لم يتم أي اكتشاف يذكر إلى حلول سنة 2008، حيث تم العثور على فك سفلي لجمجمة الإنسان القديم. سنة بعد هذا الاكتشاف الهام، تمكن فريق الباحثين المكون من عدة أطر مغربية وأجنبية من العثور على فك آخر أثار فضولهم العلمي وزادهم تحفيزاً على الاستمرار في البحث والتنقيب. Et cette année, donc en 2009, chance extraordinaire, à quelques dizaines de centimètres de la mandibule d'adulte que nous avions trouvée l'an dernier, nous avons la chance de découvrir un fragment de mandibule d'enfant, de très jeune enfant. Alors, ce fragment de mandibule, il n'est pas complet, bien entendu, c'est un fragment, et il est coincé à l'intérieur du dépôt. Alors, je vais enlever. Voilà, pour mieux vous montrer le fragment de mandibule. Ici, il y avait la branche montante de la mandibule. Ici, on voit le début de l'arc mandibulaire qui malheureusement est cassé ici. Il porte une prémolaire temporaire qui est sortie et on voit à l'intérieur de l'os la première molaire qui n'est pas sortie et également un germe dentaire d'une seconde molaire. Donc c'est un très très jeune enfant de cette humanité d'il y a au moins 5 à 600 000 ans qui nous est ici livré pour compléter la série fantastique de restes humains que nous avons maintenant mis au jour. Une découverte comme ça, c'est-à-dire un fossile humain récupéré directement dans une fouille, dans un ancien niveau archéologique, est quelque chose de tout à fait... C'est une sorte de miracle. Oui. Parce qu'on connaît vraiment très 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 peu, en association directe avec des industries et des faunes. تساهم عملية التأريخ في وضع جميع اللقى من بقايا المستحثات في الحقبة الزمنية الأكثر دقة مقارنة مع زمنها الحقيقي. كلما تحدثنا عن وضع تواريخ للمستحثات تتبادر إلى ذهننا طريقة استعمال مادة الكربون 14، إلا أن تضافر جهود الباحثين أدى إلى التوصل لعدة مناهج وطرق حديثة أتت لإثراء مجال علم الآثار وقدمت طفرة نوعية من حيث الدقة في وضع التواريخ. تتأكد أهمية المغرب كموقع استراتيجي عرف توافد العديد من الحضارات الإنسانية القديمة، ولا تزال جل المواقع الأثرية المغربية تفاجئ الباحثين باكتشافات تتجاوز توقعاتهم. اتضح الآن بأن المغرب
وخاصة عبر مواقعه التي تعود إلى فترة ما قبل التاريخ بدأ الآن يعطي العديد من الأجوبة على إشكاليات عامة يتم طرحها على صعيد العالم وليس فقط على صعيد رقعة جغرافية معينة فيما يخص الإنسان وتواجده وفي مناطق معينة وأيضا علاقته مع محيطه ومجاله في سواء من طريق التأثر أو التأثير المتبادل. Il faut au moins laisser la chance à nos descendants de voir une collection sur place et de ne pas payer cher pour aller la voir sur les États-Unis ou en Europe ou je ne sais pas où. Et alors que la plupart des musées du monde entier sont remplis par nos pierres, par nos fossiles, par nos minéraux. Donc il faut au moins sensibiliser tout le monde dans ce sens-là, qu'il soit l'État, qu'il soit le public, qu'il soit la population locale, et pour garder une chose pour nous. Parce que c'est notre patrimoine paléontologique, c'est notre patrimoine géologique et aussi le patrimoine archéologique, il faut le conserver. L'archéologie, c'est le seul moyen, ou parmi les moyens les plus importants qu'on a pour écrire cette histoire, pour reconstituer cette histoire. Parce que ce sont des documents, ça veut dire les artefacts, les découvertes archéologiques, ce sont des documents qui nous aident à reconstituer cette histoire. Donc, et ce sont des documents, c'est-à-dire des preuves irréfutables. Personne ne peut les nier, étant donné parce que c'est matériel, c'est tangible, on les touche, ils sont là. Et puis, ils ont été exhumés par des méthodes scientifiques. Les datations, c'est aussi la science exacte pour obtenir une datation absolue. Donc, toutes ces sciences, elles viennent pour aider, plutôt contribuer à reconstituer, à écrire l'histoire d'un pays. ما دامت لكل قصة عبرة فإن قصص إنسان ما قبل التاريخ مليئة بالعبر. قد تفيدنا في أن أصل الإنسان واحد، وأن مصيره جزء لا يتجزأ عن مصير الكون، وأن معرفة أصلنا ضروري من أجل رؤية شاملة ومستقبل أفضل.